Paf. Très OK. Oui, donc je reprends. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et donc Ahmed n'est pas là ce soir, mais nous avons le plaisir d'avoir deux intervenants de qualité. Donc Olivier Etanu qui est déjà intervenu et qu'on accueille avec grand plaisir ce soir. Et puis Clarisse, Bonjour. et voilà. Et puis Clarisse Véron qui régulièrement fait nos comptes rendus de façon tout à fait volontaire, bénévole et avec beaucoup de talent. Donc merci Clarisse pour cette fidélité, cette régularité dans ce travail. Voilà, donc ce soir, comme d'habitude, donc nous avons une présentation au cours de laquelle on laisse parler, en tout cas l'intervenant, enfin les intervenants. Vous pouvez poser vos questions à la fin directement aux intervenants ou par le chat pendant la séance, mais surtout vous coupez vos caméras, et j'y tiens beaucoup, sinon on vient faire la police et on les éteint pendant la conférence, et vos micros pour ne déranger personne. Et donc on vous retrouve en direct à la fin. Vous savez que vous pouvez vous inscrire pour la séance du mois prochain qui se tiendra le 18 novembre. Gérard vous parlera tout à l'heure de l'intervenant, donc 18 novembre, et ensuite 9 décembre, si je ne me trompe pas. Oui, 9 décembre, c'est bien cela. Donc à partir de demain, alors je répète qu'on ne s'inscrit pas une fois pour toutes, pas une fois pour un an, hein, non, non, mais à chaque fois, de façon à ce que ça ne devienne pas juste une habitude que l'on ne respecte pas et dont on se fiche finalement. Donc il y a un vrai engagement à chaque fois et on compte sur vous pour cela. Et à partir de demain, donc, vous pouvez vous inscrire auprès de moi. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais passer la parole à Gérard qui va nous présenter le prochain intervenant du mois de novembre et je laisserai ensuite la parole à notre grand spécialiste avocat, Olivier, et ensuite à Clarisse. Merci en tout cas à tous les deux et merci à tous. Gérard, c'est à Merci. toi. Bien. Alors, traditionnellement, vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est bien. Bien. Eh bien, je vous présente le lundi prochain, celui de novembre, qui aura lieu le 18 novembre, avec quelqu'un d'assez aussi extraordinaire que Olivier Théanu pratiquement, qui est le RSSI du CHU de Nantes, qui a été RSSI du CHU de Brest avant. Bref, c'est quelqu'un qui a énormément de vécu côté cyberattaque dans le milieu hospitalier. C'est un technicien, enfin un ingénieur de très grand talent. Il sait de quoi il parle, il a du vécu et en plus, il a, surtout, si j'ose dire, beaucoup d'humour. Il est vraiment, il arrive à être désopilant. D'ailleurs, vous voyez le titre. Moi, je lui avais dit, si tu pouvais parler du stress qui guette le RSSI d'un centre hospitalier, il m'a dit, attends, moi j'ai mieux, je vais t'en trouver un plus. Allez, le stress, c'est pas assez, on va parler de folie. Donc, le guide de survie du RSSI intergalactique dans un monde de dingue. Voilà, ça va être un très grand moment. Et les inscriptions auprès de Béatrice se prennent à partir de, disons, demain. Je vais communiquer sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Euh, je vais envoyer ma lettre d'information numéro 75. Ça sera sur le site de l'ARCSI, www.arcsi.fr, ARCSI. Voilà, donc je vous invite tous à vous connecter. Maintenant, un scoop. Nous avons dépassé les 256 inscrits ce soir. Et donc, les organisateurs des lundis de la cybersécurité ont l'honneur et le plaisir de décerner à Maître Olivier Itéanu le trophée de l'octet d'or des lundis de la cybersécurité à Bravo, bravo. 256 inscrits. Et Oh, comme nous avons en ce moment d'autres inscriptions qui arrivent, il est bien possible qu'Olivier va atteindre le niveau du éperon d'or des lundis de la cybersécurité de la constante de Neper, E égale 2,72. Donc à 272 inscrits, Olivier aura aussi cette consécration
Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Olivier. Vous coupez donc vos sons et vos images. Voilà, Nicolas, tu coupes aussi ton image, parfait. Et donc, Olivier, c'est à toi. J'enlève mon écran. À toi, Alors Olivier. bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord merci pour ce très beau, je sais pas, prix décerné. C'est ça, l'Octet d'or, hein, c'est ça? Donc vous m'entendez bien? Oui. Donc vous m'entendez? Oui, Moi, je Oui, t'entends oui, très très bien. bien, très bien, D'accord, ok, très parce bien. que je voyais On avait tout coupé nos bien. micros, alors on ne pouvait plus Voilà, répondre. voilà. Alors S'il y Voilà. a un simplement, Mais c'est problème, vous le parfait, c'est dites sur le parfait, chat. voilà, c'est Gérard parfait. m'a pas dit ce que j'avais gagné, mais il m'a dit que j'ai gagné. Donc c'est Oui, déjà oui, pas oui, mal. plein de Bah, clés d'or, mais ça viendra, il y aura une Ça suite. commence bien À déjà, la soirée bientôt. commence bien. En tout cas, bravo à vous et je vais devoir certainement partager le prix avec la directive Nice 2 parce que je suis pas tout seul, je pense à faire venir les 276 personnes. Alors, je vais partager mon écran tout de suite, ce qui est toujours une opération dangereuse. Et donc, voici. Voilà, il faut simplement que je passe en mode diapo, si c'est possible. Euh, voilà, ça va être là. Voilà. Bien, alors écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. Et je remercie encore une fois toute l'équipe, et évidemment Béatrice, Gérard et l'Université Paris-Cité de me donner l'occasion d'échanger avec vous sur cette directive Nice 2. Alors, à l'insu de mon plein gré, Gérard m'avait proposé un titre qui n'est pas là, mais qui était un peu trop long sur la diapo, mais la directive Nice 2, un changement majeur pour la cybersécurité, point. Pas point d'interrogation, hein, point. Alors, effectivement, on va voir que cette directive Nice 2, elle change beaucoup de choses. On a l'habitude de dire depuis quelques années, depuis RGPD, qu'il y a des changements de paradigme. Mais là, oui, il y a vraiment un changement de paradigme. On ne sait pas si cette directive Nice 2 va avoir le même impact que a eu et que a toujours le RGPD, c'est-à-dire tout d'abord faire monter le niveau de sensibilisation des populations sur les questions de données à caractère personnel. Ce sera probablement le cas en matière de cybersécurité aussi. Et puis, effectivement, de contrevenir ou plutôt de réguler les comportements qui sont délictueux dans le domaine des données à caractère personnel et non conformes. Il y a quand même une petite différence de nature, on va en parler tout à l'heure, dans la directive Nice 2. Donc, la semaine dernière a circulé, je ne sais pas si tout le monde en a eu connaissance, le projet de loi donc issu du gouvernement de transposition de la directive Nice 2, puisque directive, ça n'est pas la norme absolue d'harmonisation pour les 27 États membres de l'Union européenne. Vous savez que la norme absolue, c'est le règlement. Il y a un texte qui est décidé, voté par le Conseil européen et le Parlement européen. En l'occurrence, c'est le cas pour la directive Nice 2, et qui s'applique, qui tombe, si je puis dire, sur les 27 États, là, il faut que chaque État membre, puisque c'est une directive, c'est pas un règlement, transpose le texte dans son droit local. Donc c'est une loi de transposition, et cette loi de transposition, elle devait être prise avant le 17 octobre, 18 octobre, et plus exactement. C'était écrit dans la directive, c'est un des derniers articles qui nous dit que les États membres adoptent et publient au plus tard le 17 octobre 2024 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Alors l'idée de Gérard, qui était excellente, c'était de dire bah, on va faire coordonner les lundis de la cybersécurité avec cette loi de transposition qui arrivera le 17 octobre au plus tard. Mais comme Gérard n'a pas l'oreille d'Emmanuel Macron, on a pris du retard. Je pense que tout le monde est au courant, c'est pourquoi. Et le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 15 octobre 2024, donc il y a exactement 6 jours, ce qui nous a obligés à travailler beaucoup d'arrache-pied pour vous présenter la directive Nice 2 et en première mondiale, un petit commentaire sur le projet de loi de transposition qui est donc présenté par le gouvernement, qui va être présenté au Parlement et qui va probablement ensuite donner lieu à un vote
avant la fin de l'année. Alors, évidemment, quand un texte de la sorte vient sur le devant de l'actualité, on a toujours une explication, ça fait partie des considérants de la directive, il y a beaucoup de considérants, il y a beaucoup de textes dans tous ces textes communautaires. Il y a toujours une explication qui est d'ailleurs, je pense, tout à fait réelle, qui est que la cybersécurité, ou plutôt la cybercriminalité, prend de l'ampleur. Et donc, bon, je suis toujours très méfiant avec les chiffres donnés, en particulier par les prestataires. Il y a toujours un peu, quand même, d'arrière-pensée derrière ces chiffres qui nous sont donnés. Je cherche parfois à vendre un peu de produit, mais bon, c'est un peu, c'est de bonne guerre. Bon, moi, j'ai pris les chiffres du ministère de l'Intérieur qui ne donnent pas une vision réelle de ce qu'est la cybercriminalité. C'est pas évidemment une vision réelle parce qu'il y a un décalage entre cette criminalité, on va dire, grise, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, celle connue par les autorités de police et de justice, c'est celle-là. Et puis, il y a une différence avec le réel qui est évidemment les chiffres noirs, c'est-à-dire toutes ces attaques qui ont lieu et qui ne donnent pas lieu à une plainte et à ce qu'elle soit portée à la connaissance des autorités. Mais c'est quand même déjà intéressant. Sur 2023, c'est une source du SMSI, c'est les statistiques du ministère de la Sécurité intérieure, donc des chiffres tout à fait officiels, 278 000 infractions liées au numérique enregistrées par la police et la gendarmerie en 2023 en France. Par comparaison sur ce qui ont été pendant très longtemps les délits les plus courus et les plus connus, le cambriolage, 217 000. Donc, vous voyez déjà une différence. Et le vol de véhicules, 139 000, bien que j'ai un peu triché, parce qu'elle vole de véhicules et vole dans des véhicules. Et là, peut-être qu'on est un petit peu au-delà des 278 000 infractions liées au numérique qui ont été recensées par la police et la gendarmerie. Mais enfin, on voit qu'effectivement, il y a énormément d'infractions et que bien il faut avoir une réponse par rapport à ça. Le fait qu'il y ait, comme tous les, disent les criminologues, le fait qu'il y ait des infractions, c'est pas ça qui est la difficulté de la société ou la tare de la société. Ce qui serait la tare de la société, c'est qu'on n'ait pas de réponse à apporter à ces infractions. Et il faut bien dire que depuis un certain nombre d'années, qui sont liées évidemment à l'entrée d'Internet au grand public au milieu des années 90, et donc au fait que la partie de gendarmes et de voleurs, qui était facile pour Guignol quand on était chez les marionnettes, est devenue extrêmement compliquée pour les forces de police et de gendarmerie et pour la justice. Donc on cherche des réponses d'une autre nature et ah, et la directive NIS 2, ça vient pas de chez moi, et la directive NIS 2 est une de ces autres réponses. On va le voir. Mais il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, je terminerai ma présentation en posant des questions pour prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Et en particulier, une des questions, c'est le recul du juge judiciaire et de l'institution judiciaire dans tout ça. Mais on va en reparler tout à l'heure. Parmi les Excuse-moi, Olivier, 270. tu n'es pas en mode diapo là. On voit la diapo suivante. Ah, alors, je ne suis pas en maître diapo, donc écoute, laisse-moi regarder. Ah ben parce que je vais faire un nouveau partage alors, si tu permets. Attends, nouveau partage. Et Euh, parce que tu es en mode diapo, mais c'est pas le bon écran qui est projeté. voilà, parce que j'ai deux écrans. Voilà, c'est ça. Vous avez deviné. Où est mon deuxième écran? Ben, ça doit être ça. Je vais essayer celui-là. Vous allez me dire, est-ce que c'est mieux? Ah, c'est le problème des doubles écrans. Pour moi, c'est pareil. Sinon, tant pis, hein. Alors, il y aura des notes il y a quelques notes. Alors, je vais quand même réessayer une dernière fois. Donc, nouveau partage. Je vais arrêter le partage d'abord, voilà. Et je vais en refaire un, comme ça, ce sera plus simple. Il faut que je retrouve mon. Peut-être essayer celui-là. Peut-être essayer celui-là, partager. Alors, c'est peut-être plus facile. Est-ce que là, c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Si? On n'est pas en mode diapo là. Tu te mets en plein écran Ouais. Alors, écoute, je vais. à partir de la diapo actuelle. Alors, à partir de la disposition actuelle, ça passe pas.
Si, ça passe, mais sur un autre écran. Bon, tant Je n'ai pis. pas. Alors attends, écoute, je vais réessayer une dernière fois. On va y arriver. Partager Cliquez l'écran. en dessous là pour. Je ne le vois pas. Mais bon, Non, là, tu Ah, c'est peut-être partages ça. pas. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Est-ce que ça. Est-ce Ah, que. parfait. On dirait que c'est Ok. parfait, là. Parfait, Bon, alors simplement, on n'est pas sur la bonne diapo. parfait. Voilà. C'est Alors, bon. rapport du ministère de français, donc simplement sur les chiffres, sur les 278, 59% d'atteinte aux biens, beaucoup d'escroqueries, détournement moyen de paiement. Mais tout ça est à base de quoi? À base d'usurpation d'identité, dans 99% des cas. À base d'usurpation d'identité, c'est plus facile de construire une fausse page Facebook de telle banque bien connue plutôt qu'évidemment d'ouvrir une agence dans la rue. Ça, c'est pas possible. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc 59% d'atteinte aux biens et beaucoup, beaucoup d'escroqueries, donc qui est un délit de droit commun, hein, non pas un délit spécialisé, mais on considère que c'est de la cybercriminalité, parce que c'est pas que l'atteinte à un système d'information, la cybercriminalité, qui est un peu le canal historique, mais c'est aussi utiliser les réseaux numériques pour commettre des infractions. 34,5% d'atteinte aux personnes, harcèlement, injures, menaces, 6% d'atteinte aux institutions à l'ordre public. Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus dans les textes pénaux, et en particulier ceux qui connaissent bien, il y en a quelques-uns que j'ai vus là tout à l'heure, je pense par exemple à Pierre-Luc ou à Bruno, qui connaissent très bien le délit informatique historique qu'est le délit de la loi Godefrein, qui venait de la proposition du député Jacques Godefrein, c'est-à-dire que les accès frauduleux au système, accès et maintien frauduleux au système, entrave au système, tous ces articles du Code pénal qui sont en 323-1 et suivant du Code pénal. Maintenant, de plus en plus, on voit apparaître des dispositifs, des alinéas spécifiques qui condamnent de manière aggravée les attaques lorsqu'elles s'adressent à l'État ou aux institutions publiques. Donc, il y a un petit réflexe général, un petit quelque chose qu'on observe comme ça sur tous les délits qui ont été commis. Donc, 6% d'atteinte aux institutions en public et 0,5% d'atteinte aux législations, réglementations spécifiques, les droits d'auteur, la RGPD. Là, RGPD, c'est quand même plutôt traité en matière administrative avec la CNIL en particulier, bien qu'il y ait un volet pénal, donc pas connu par la police et évidemment la plainte à la CNIL n'est pas connue par la police à la gendarmerie. Et puis le droit d'auteur, c'est encore très du domaine judiciaire et ça passe souvent par des actions judiciaires et là aussi assez peu connu des autorités de police et de justice. Tout ça pour dire que, évidemment, notre contexte est celui d'une forte progression de la délinquance, de la cyberdélinquance. Alors, on va faire deux choses. On va faire une présentation générale de la directive NIS 2. On va regarder un peu de haut. Et je pense que c'est quand même intéressant parce que c'est un texte compliqué comme tous les textes communautaires. Euh, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'articles, hein, c'est ce que je mets là dans la diapo de la première colonne en bas. 144 considérants, on n'est même pas commencé la directive, on a déjà 144 considérants, 46 articles, 3 annexes, et donc évidemment c'est un texte très difficile d'accès, et il faut y rentrer tout doucement. Donc c'est une directive qui date un peu, puisqu'elle date du 14 décembre 2022, et son titre exact est Directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union. Donc son titre, c'est son objectif d'une certaine manière. Alors, c'est pas tout le titre, parce que tout le titre, c'est modifiant le règlement UE numéro 910-2014, ça c'est la signature électronique, et la directive UE 2018-1972, je suis plus sûr de ce que c'est exactement, et abrogeant la directive Nice 1. Donc, parce que si on dit directive Nice 2, c'est comme vous en doutez, il y avait une directive Nice 1. Eh bien, cette directive Nice 1 est une directive 2016 1148, elle est abrogée par la directive Nice 2. À date d'aujourd'hui, je ne connais pas exactement l'état de la transposition de la directive dans les différents États de l'Union européenne. Je pense qu'il y a moins de 10 États aujourd'hui qui l'ont transposée, alors qu'il y avait quand même dans le dur, c'était écrit dans la directive, une transposition qui était demandée avant le 18 octobre. Mais je sais par exemple, grâce à Gérard qui m'a transmis une présentation à ce niveau, par exemple que la Belgique et un certain nombre d'États d'Europe centrale ont transposé la directive de l'Union européenne, la directive dite
NIS 2. Elle abroge donc la directive NIS 1. Et vous savez que dans la directive NIS 1, on avait des catégories d'acteurs qui avaient été créées, qu'on va aujourd'hui devoir oublier au profit d'autres, et qu'on appelait notamment les opérateurs de services essentiels et les fournisseurs de services numériques, ça je ne parle pas. Le considérant 17 de la directive NIS 2 requalifie et renomme ces opérateurs de services essentiels en disant que les entités identifiées avant l'entrée en vigueur de la présente directive comme opérateurs de services essentiels, conformément à la directive NIS 1, doivent être considérées comme des entités essentielles. Donc c'est la première expression que vous devez retenir. On crée une nouvelle catégorie d'acteurs, entités essentielles, et on sent bien à dénoncer, entités essentielles, qu'on va leur demander des comptes, puisqu'ils sont essentiels, bien sûr. Euh, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un texte complexe qui prend place aux côtés du RGPD. On va reparler du RGPD parce qu'il est en réalité bâti, construit sur le modèle du RGPD. On va le voir dans quelques instants. Et puis, il y a quantité de réglementations européennes. Si on avait voulu s'amuser à les recenser, ben, on n'arrêterait pas. Rien que sur la dernière année, on a le Data Act du 13 décembre 2023, le Digital Services Act de 2022, et puis l'Intelligence Artificielle Act du 13 juin 2024. Et je ne vous parle pas des lois françaises, il y en a une notamment en mai qui est intéressante, qui est la loi SREN, qui s'appelle comme ça, SREN, et notamment, il y a une directive, ou plutôt un règlement de 2022 qui s'appelle DORA, alors que j'évoque, mais sur lequel je ne parlerai pas en détail, peut-être qu'on pourra échanger tout à l'heure, qui est un règlement du 14 décembre 2022. Tiens, c'est la même date que la directive NIS 2, sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Et donc, c'est un règlement, pour le coup, qui s'applique directement dans les 27 États de l'Union européenne. Donc, une directive qui en abroge une précédente, un texte complexe et qui crée donc, comme je l'ai dit, de nouveaux acteurs. Ils ne sont pas vraiment nouveaux. Les entités essentielles, les entités importantes. Donc, le monde est partagé entre, on va dire, trois catégories, les entités essentielles, les entités importantes, qui, elles, vont être, j'utilise le terme, régulées, fermez les guillemets, par la directive NIS 2, puis il y a les autres qui ne le sont pas. On va voir qui est entité essentielle, entité importante, et troisième catégorie, celles qui ne sont ni l'une ni l'autre. Et puis, des autorités de contrôle. Alors, jusqu'à la directive NIS 2, on n'avait que des suppositions très fortes que l'ANSSI allait prendre ce rôle. Depuis le projet de loi qui est intervenu la semaine dernière, qui est passé sur le bureau du Conseil des ministres, on sait que c'est confirmé, mais ce n'est pas une surprise, que l'ANSSI sera cette autorité de contrôle. Et enfin, on peut retenir à ce stade-là que l'Union européenne essaye de créer une coopération entre États membres, de renforcer le rôle d'une agence pour la cybersécurité assez peu connue du grand public, et je crois qu'elle est à Chypre ou en Crète, qui s'appelle l'ENISA, qui est l'agence de l'Union européenne pour la cybersécurité. Bon, c'est pas l'essentiel de notre propos d'en parler, mais il fallait quand même la citer. Alors, quelles sont les mesures pour les entreprises régulées? Ben, moi, j'ai donc cité, donc, encore une fois, on fait un focus arrière sur la directive NIS 2. Alors d'abord, l'article 21, qui peut être l'article dont il faut avoir connaissance avant pour, on va dire, pour bien rentrer dans le texte, hein, donc, que je vous recommande. Donc l'article 21 est important. Et le texte dit, on a mis des guillemets volontairement, les entités essentielles et importantes prennent les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Alors pour ceux qui sont versés un peu dans le droit, ce texte va leur rappeler un article d'un autre texte communautaire qui est un texte à succès parce qu'on en parle beaucoup, qui s'appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Le RGPD a une section
sur la cybersécurité, où on trouve 3 articles, une petite section, mais l'activité des autorités de contrôle, en particulier de la CNIL, fait souvent appel à ces 3 articles. Et la CNIL s'est un peu transformée depuis l'entrée en application du RGPD entrée en vigueur en 2016 et en application en 2018, s'est transformée en une petite agence qui sanctionne les défauts de cybersécurité au visa de ces textes. Et donc, il y a un article 32 dans le RGPD que je vais rapidement vous lire. Hein. Je lis la fin de l'article qui dit que les responsables de traitement, le responsable de traitement et le sous-traitant mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Comme vous voyez, on sent une communauté de rédactionnels, puisque au lieu de mettre le responsable de traitement et le sous-traitant, ici on est sur des entités essentielles et importantes, on va revenir sur qui est l'une et qui est l'autre, prennent des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques. Et là, c'était afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Autrement dit, les entités essentielles et importantes, ce n'est pas par ça qu'elles se distinguent, mais elles sont toutes les deux soumises au même article. Hein, on leur demande une même adaptation, une même conformité à des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles dont on pense qu'elles viendront probablement, évidemment, d'un référentiel. Hein, tout ça, évidemment, manque de ce qu'on appelle des mesures d'exécution, des décrets d'application, même d'une loi d'ailleurs, puisqu'on n'est qu'en projet de loi. Mais on sait très bien qu'il va y avoir une sorte de droit mou qui va se mettre en œuvre et que c'est l'ANSSI qui va être son bras armé et qui va probablement publier des référentiels sur la base desquels eh bien, il faudra se conformer. Donc c'est évidemment écrit de manière conceptuelle, de manière théorique dans le texte NIS 2, dans des termes assez identiques à RGPD, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Deuxième article, c'est toujours la colonne de gauche et c'est tout en bas, où le texte de la directive NIS 2 nous dit que les entités essentielles et importantes doivent notifier dans les 24 à 72 heures. Alors, moi j'ai mis comme ça dans les 24 à 72 heures, le texte est un peu plus compliqué, mais j'ai voulu faire figurer les 72 heures, tout incident important à l'ANSSI. J'ai mis l'ANSSI parce qu'on sait que depuis la semaine dernière, ce sera l'ANSSI qui sera destinataire de ces notifications. Ben là encore, rappelez-vous, je vous disais que dans le RGPD, il y avait 3 articles dans la section sur la sécurité des traitements. C'est comme ça que s'appelle cette section. Il y avait un article sur l'obligation de respecter des mesures, de mettre en œuvre des mesures techniques, opérationnelles, organisationnelles. Enfin, technique et organisationnelle. Et les 2 autres articles, c'était la notification dite de violation de données à caractère personnel, où là, en cas de violation de données à caractère personnel, là je lis le texte, qui est l'article 33, le responsable de traitement en notifie la violation à la CNIL, à l'autorité de contrôle, c'est ce qui est écrit dans le RGPD, dans les meilleurs délais et si possible 72 heures au plus tard. Donc on retrouve les 72 heures. Alors, c'est un peu plus, c'est écrit de manière un peu plus précise et touffue dans la directive. Et vous verrez que dans le projet de loi, il n'y a plus de délai, c'est immédiat ou dans les meilleurs délais. Mais cette notion de 72 heures, on la retrouve. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plein de textes où on retrouve cette notion de 72 heures, ce concept, ce délai de 72 heures. Simplement un exemple, dans le code des assurances, pour les assurances cyber, il y a désormais un article du code des assurances qui crée vraiment une prescription quand même très courte, puisqu'on doit déclarer en cas d'attaque cyber l'incident aux assureurs dans un délai de 72 heures. Donc cette notion de 72 heures, on la retrouve et dans le RGPD et dans la directive NIS 2, selon un même mécanisme qui fait qu'on doit déclarer son incident, là cette fois-ci, à l'ANSSI. Alors, ce qu'on peut dire ici aussi, c'est que, bien évidemment, il y a tout un panel dans les notifications possibles, c'est-à-dire que c'est non seulement la notification à l'ANSSI, mais l'ANSSI elle-même peut notifier
aux personnes qui sont concernées, aux victimes de l'incident, etc. Il y a tout un système qui est mis en place. Troisième brique, hein, donc pour l'instant, je dirais que ceux qui ont une petite connaissance du RGPD perçoivent là où va la directive NIS 2 et on va tirer les conséquences de ça. Dans cette diapo, dans la deuxième colonne, article 20, on nous dit les États membres veillent à ce que les organes de direction des entités essentielles et importantes approuvent les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et les entités doivent encadrer contractuellement les fournisseurs et prestataires directs. C'est un peu la même philosophie là aussi que le RGPD. À quoi sert de créer une chaîne pour protéger les données à caractère personnel si on laisse des trous dans la chaîne? Donc, on a mis en place un texte de RGPD qui s'applique aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants, en quelque sorte. Donc, on a voulu couvrir toute la chaîne. C'est la même philosophie ici, qui va même plus loin, puisque là, on parle des dirigeants. Et vous allez voir que dans le projet de loi du gouvernement français, on va quand même assez loin pour responsabiliser, j'ai lancé le mot, mais on va en reparler, les dirigeants. Et enfin, la continuité des activités, parce que finalement, ce qu'on cherche, on voit très bien quelle est la philosophie derrière le RGPD, c'est de protéger le citoyen, le salarié, le parent, le consommateur, enfin, tout ce que nous sommes dans nos différentes casquettes en tant que personne physique. Mais évidemment, la philosophie est très différente dans la directive NIS 2. Il s'agit de protéger la nation, il s'agit de protéger la communauté nationale pour chaque État membre et la communauté européenne. Et donc, évidemment, on craint beaucoup la rupture de service, la rupture d'activité. Et donc, il y a un accent qui est mis dans la directive NIS 2, en plus de ces obligations-là et de cette gouvernance, sur la continuité des activités. Alors, effectivement, donc les deux héros de la directive NIS 2, je vais le répéter comme ça permet d'entrer dedans, c'est un, les entités essentielles, et deux, les entités importantes. Ce sont elles que l'ANSSI dit qu'elle va réguler. Elle part des entreprises régulées. Je reviendrai sur ce terme parce qu'il est assez fort, et moi, il m'a surpris quand même au départ. Alors, les entreprises régulées, il y a 4 critères et un des premiers travaux que devront faire chaque organisation, c'est dans un premier temps de s'auto-qualifier d'une certaine manière, parce que c'est pas l'ANSSI qui va faire ce travail-là, même si en 2025, je crois que c'est en avril 2025, la Commission européenne lui demande d'établir des listes d'entités qui seront essentielles ou importantes, mais rien que pour la France, on évalue, on estime que ça concerne 15 000 entreprises. Donc, il va y avoir un énorme travail à faire et je doute que d'ici avril 2015, l'ANSSI soit capable de présenter un bilan, on va dire, exhaustif. Et entre-temps, la directive est là, ces sanctions sont là, donc voilà. Donc, il y a 2 annexes dans la directive NIS 2, qui sont des annexes qui, à l'annexe 1, donnent des secteurs d'activité qui sont qualifiés de hautement critiques et qui font que les entreprises de ce secteur qui remplissent les 4 critères cumulatifs sont qualifiables ou qualifiées d'entités essentielles. On voit des services qui sont assez classiques, hein, voilà, l'énergie, le transport, évidemment, les banques, la santé la gestion des services. Alors, TIC, c'est ce qu'on ne dit plus, mais on va dire numérique. Et les entités importantes, l'annexe 2, on est sur 7 secteurs d'activité critiques qui sont qualifiés donc de critiques, pas de hautement critiques, et dont les entreprises sont qualifiables ou qualifiées d'entités importantes. Alors, évidemment, il y a ces 2 critères-là. Un, d'être dans un de ces secteurs d'activité, et deux, on va dire, pour être rapide, d'être établi au sein de l'Union européenne ou, notamment pour les fournisseurs de services numériques ou de communication électronique, de destiner leurs services au marché européen. Donc, soit d'être un établissement, c'est la notion d'établissement stable, soit fournir en service l'Union européenne, c'est le critère 1 et 2.
quelque part. Et ensuite, critère 4, il y a un critère qui est un critère quantitatif. Il faut occuper au moins 50 salariés ou réaliser un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 millions d'euros ou son bilan annuel s'élève à 43 millions d'euros ou plus. Donc, un de ces chiffres qui est énoncé au critère 4 suffit évidemment à faire que le critère est atteint. Alors évidemment, la directive le dit de manière assez voilée, mais dans le projet de loi qu'on va voir dans quelques instants, même les entreprises qui sont en dehors de ce critère 4, qui sont en dessous de ce critère 4, peuvent être qualifiées d'entreprises, donc les très petites entreprises, on va dire, hein, les PME, voire une entreprise qui fait plus de 50 salariés et moins de 60, elle est au-dessus du critère, mais elle reste quand même une PME, mais on va dire que les TPE, pour celles qui sont en dessous de ces chiffres, peuvent être entités essentielles pardon, ou importantes. On va voir que c'est sur décision du Premier ministre. On passe rapidement là-dessus. Alors, la directive NIS 2, évidemment, là aussi, on retrouve un peu d'idée RGPD qui a fait son chemin, c'est-à-dire qu'on donne un pouvoir de contrôle assez fort à l'autorité de contrôle. On sait que très probablement, la loi n'est pas votée, mais que ce sera l'ANSSI, ce qui paraît logique. Elle est un peu le père de la directive NIS 1 et également NIS 2. Elle a été très moteur, pour pas dire essentielle, pour le vote. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les entités essentielles et importantes? Car vous avez vu que jusqu'à présent, elles ont un traitement rigoureusement, en tout cas sur le plan théorique, identique. C'est que les entités essentielles et importantes ont des sanctions associées à la violation de la conformité à la loi différentes, plus importantes pour les entités essentielles, parce qu'on considère qu'étant essentielles, elles ont plus de responsabilités vis-à-vis de la communauté, et les entités importantes, moins importantes. Mais surtout, les entités essentielles, dès lors qu'elles sont qualifiées comme telles, peuvent voir arriver l'ANSSI et procéder à un contrôle sur place à tout moment. C'est ce qu'on appelle la régulation ex ante, c'est-à-dire avant incident, sans incident, à la discrétion de l'autorité de contrôle. Et vous avez dans la directive, à l'article 32, l'ensemble des mesures qui peuvent être prises à l'occasion d'un contrôle sur place, d'une demande de documents. Il y a un panel d'interventions extrêmement puissantes qui sont à disposition dans le cadre du contrôle de l'ANSSI. Pour les entités importantes, elles sont ex post, c'est-à-dire que ça n'est qu'après incident que l'autorité de contrôle va pouvoir procéder à des investigations auprès des entités dites importantes. Alors, on passe au projet de loi maintenant, donc de la semaine dernière, pour voir à quelle sauce finalement cette directive, qui n'est pas d'application directe, il faut une loi, va être appliquée. Donc, le projet de loi s'appelle un projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, parce qu'elle n'est pas propre à la directive NIS 2. On va retrouver dedans, en titre 1, la résilience des activités d'importance vitale, donc ce sont des textes, une transposition de la directive du même nom du 14 décembre 2022, également sur la résilience des entités critiques, et la résilience opérationnelle numérique du secteur financier concerne la transposition de DORA sur la résiliation opérationnelle numérique du secteur financier. Le titre 1, c'est donc la résilience des entités critiques, DORA en titre 3, titre 2, c'est NIS 2. Donc, titre 2, projet de loi cybersécurité qui a pour objet donc de transposer la directive. Donc, les 4 premiers chapitres de titre 2 concernent les dispositions de transposition qui ne seront pas intégrées au Code de la défense, mais elles vont rester dans la loi. A priori, elles ne rejoindront aucun code. C'était également le cas de NIS 1. Elles ne rejoignent pas de code, pas le Code de la défense, c'est dans une loi. Et la loi du 26 février 2018 qui avait transposé NIS 1, comme NIS 1 est abrogé, bah, cette loi va évidemment être abrogée. Alors, évidemment, chose quand même importante quand même à dire, c'est que le texte de la directive NIS 2, dit clairement dans ses dispositions que les États membres ne peuvent pas, on va dire, être en dessous de ce qui est proposé par NIS 2 pour donc élever le niveau de cybersécurité de l'ensemble de l'Union européenne, mais elle peut renforcer. Les États membres peuvent
renforcer ou être encore plus dur sur les dispositifs qu'elle veut imposer à ces différentes entités. Et en particulier, quelque chose qui va probablement faire beaucoup parler, dans le projet de loi, on prévoit son application outre aux régions, ce qui était prévu par la directive NIS 2, mais également à d'autres entités, si je puis dire, étatiques, les départements, les communes et les groupements de communes de plus de 30 000 habitants, ce qui n'était pas prévu par la directive NIS 2. D'ailleurs, le Conseil d'État qui a donné un avis que je vous invite à prendre connaissance de cet avis du Conseil d'État parce qu'il est très intéressant, il est très synthétique, il est en très peu de pages, mais les choses sont bien dites. Donc, commencez par lire cet avis du Conseil d'État, dit, bon, bah, ok, c'est plus dur, mais pourquoi pas après tout. Ça va donc s'appliquer à toute commune ou groupement de communes de plus de 30 000 personnes, à tous les départements, à toutes les régions, et évidemment à tous les services de l'État. Donc l'État, quelque part, et d'une certaine manière, va se réguler lui-même. Autre choix qui n'est pas imposé par la directive, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que, évidemment, on parle d'autorité de contrôle. euh, et pour ce qui est du projet de loi, eh bien, il est écrit noir sur blanc, ce qui n'est non pas dans le cas dans la directive, que c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI bien connu, un service qui fonctionne, des services qui fonctionnent même de manière quand même assez satisfaisante. C'est pas toujours facile pour eux, mais qui est quand même une certaine fierté de la France. Il n'y a pas beaucoup d'ANSSI en Europe, il faut bien le dire. D'ailleurs, le texte de la directive prévoit que c'est une autorité de contrôle ou un CSIRT. Donc, c'est pas forcément une autorité de contrôle qui va prendre, donc, je pense aux petits États qui n'ont pas les moyens d'avoir une ANSSI. Il y a des petits États, le Luxembourg, bon, qui est riche quand même, alors peut-être d'autres qui le sont moins, qui n'auront peut-être pas d'ANSSI. Donc, elle va avoir un rôle additionnel à son rôle existant de la défense des systèmes d'information. Et il y aura par contre là un article du Code de la défense qui sera modifié en conséquence des pouvoirs qu'on lui donne, à la fois de contrôle et de sanction. Et d'ailleurs, dans le domaine de la défense, il est prévu que le Premier ministre pourra désigner un autre organisme que l'ANSSI. On se réserve quand même cette possibilité, étant entendu que la directive NIS 2 ne s'applique pas, c'est écrit noir sur blanc, aux organismes régissant la sécurité nationale et la défense. Mais bon, c'est encore un point qui probablement donnera lieu quand même à discussion, je pense, dans le cadre de la loi. Le projet de loi également crée une commission des sanctions, qui sera probablement une émanation de l'ANSSI, puisque vous avez vu qu'il y a donc des sanctions en fonction du chiffre d'affaires ou en millions d'euros. Qui va l'appliquer? Bien, a priori, ce sera l'ANSSI. Donc, c'est prévu dans le projet de loi, avec là aussi un nouvel article qui sera inséré dans le Code de la défense. Et donc, il faudra évidemment que cette commission bien, prononce des sanctions, probablement en présence de personnalités qualifiées, ou on ne sait pas, mais évidemment, ça va être un changement de culture pour l'ANSSI quand même très important, étant entendu que son directeur général dit, oh là là, attention, pas de sanctions avant quelques années. Alors, je crois que ça a été dit à Monaco, il me semble, je pense avoir entendu 2027, il me semble, 26, 27. C'est vrai que c'est devenu une tradition avec ces textes communautaires qui sont très compliqués à comprendre, très compliqués à intégrer, de toujours donner 2 ans pour se mettre en conformité. C'était le cas du RGPD là aussi, entrée en vigueur en 2016 et en application en 2018. Ben, on va probablement aller vers ça avec la directive NIS 2 et sa transposition en loi française. Alors, on retrouvera ici, dans l'article 14 du projet de loi, le texte que nous avons vu tout à l'heure sur ces entités importantes, ces entités essentielles, les administrations du texte prennent des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées, pour jamais les risques. Donc, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et le texte ajoute un peu plus, ainsi que pour éliminer ou réduire les conséquences que les incidents ont sur leur destinataire. Donc, dans la directive NIS 2, à son article 21, qu'on a vu ensemble tout à l'heure, on a vu que
la directive communautaire prévoyait listait un certain nombre de mesures de gestion minimale. Il y en avait 10 qui sont listées dans la directive. Je pense que les personnes qui ont les compétences en matière technique et organisationnelle en prendront connaissance, mais c'est listé précisément dans la directive. Et là aussi, dans le projet de loi, eh bien, il y a des choses qui sont demandées, de mettre en place un pilotage de sécurité, etc. Je précise que l'ensemble de ces slides, puisque à ma connaissance, c'est la première fois qu'on va commenter le projet de loi de transposition de la directive, évidemment, il date d'il y a quelques jours, eh bien, seront diffusés pourrait évidemment en prendre connaissance. Et évidemment, on va attendre un décret en Conseil d'État qui viendra certainement pas tout de suite, pour la publication d'un référentiel d'exigences techniques et organisationnelles, donc qui va être demandé probablement à l'ANSSI, qui devra être publié, qui sera le référentiel auquel il faudra, qui sera peut-être, on va dire, le minimum, les règles de l'art minimales qu'il faut appliquer lorsqu'on est dans une des deux catégories prévues par le texte. Et donc, il faudra évidemment mettre en place ce référentiel avec un petit dispositif qui dit que les personnes qui mettent en œuvre le référentiel pourront s'en prévaloir auprès de l'ANSSI. Bon, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que l'ANSSI va valider? Ça m'étonnerait qu'une personne se déclare conforme au référentiel, d'autant que c'est une photographie à une date donnée. Mais il y a un article T15 comme ça qui traîne et qui semble le dire. La notification à l'ANSSI, bah, c'était évidemment, et donc pas de délai de 72 heures ici, c'est sans retard injustifié. Donc à signaler de tout incident ayant un impact important. La directive, elle, parle d'incidents importants sur la fourniture des services. L'ANSSI peut exiger que l'entité qui va donc notifier, essentielle ou importante, qui va notifier l'incident important ou ayant un impact important, informe le public. Donc là, il y a un vrai risque réputationnel pour les entreprises, mais on peut dire que dans le droit français, désormais, avec la transposition de la directive NIS 2, on va avoir donc une obligation d'information publique potentiellement, possiblement. Et enfin, lorsque cette incidence qui arrive très souvent a des conséquences sur les données à caractère personnel et peut entraîner donc une violation de données à caractère personnel, alors le texte prévoit que l'ANSSI doit en informer la CNIL, ce qui paraît euh, tout à fait normal, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, le contrôle que j'évoquais tout à l'heure très rapidement, donc il y a de la part de l'ANSSI la possibilité de constater des manquements et des infractions, c'est l'article 27 du projet de loi. Donc ça pourra aller quand même assez loin, mais jusqu'à accéder aux informations, au système d'information, pardon, au logiciel, au programme, de procéder sur convocation sur place. On retrouve, on va dire, quatre types de contrôle. Un contrôle sur place, un contrôle en ligne, c'est aussi possible. Donc à partir des bureaux de l'ANSSI, de faire un contrôle sur ce qu'on peut voir et qui est accessible au public, bien sûr. Il ne s'agit pas de pénétrer des systèmes sans l'accord des personnes, mais également un contrôle sur convocation, donc de convoquer en audition les dirigeants des entreprises, peut-être les RSSI, et également de demander la publication de documents, exiger la communication de tout document. Alors, l'article 27, 28, 29 prévoit, on va dire, les quatre types de contrôles que je viens de vous décrire. Et pour ceux des entités qui feront obstacle aux demandes de l'ANSSI, il y a une amende administrative spécifique qui peut monter à 10 millions d'euros ou 2% de chiffre d'affaires mondial, hors taxe, pour la personne qui serait contrevenante. Alors, l'ANSSI peut prononcer des mesures financières, je vous l'ai dit, mais il peut également prononcer des avertissements, ce qui n'est pas écrit ici, prononcer des mises en garde. D'ailleurs, l'avertissement est le premier niveau de la sanction.
la sanction financière vient après. Il peut enjoindre les entreprises à prendre des mesures pour corriger une situation ou un défaut de conformité. Et tout ça peut se faire sous une astreinte qui peut aller jusqu'à 5 000 euros par jour de retard. Et enfin, dernier point, c'est une sanction importante, c'est qu'elle peut ordonner l'information d'utilisateur du service et ou une communication publique. Donc rendre public un défaut de sécurité, en termes réputationnels, évidemment, c'est une sanction importante. Et la CNIL, par exemple, dit souvent que ces sanctions financières, c'est une chose, mais que le fait de rendre public, c'est ça la véritable sanction. On se dirige vers un système un peu équivalent en matière de directive NIS 2. Alors, évidemment, donc, comme je disais, si le pouvoir de sanction à l'égard des entités essentielles, donc qui ne peut excéder 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxe. Et pour les entités importantes, on est à des sommes un peu inférieures. C'est en ça, c'est-à-dire le type de contrôle qu'elles peuvent subir et à quel moment et le montant de la sanction, que les entités essentielles et importantes se distinguent. Et on peut penser donc que lorsqu'elles passeront devant la commission des sanctions de l'ANSSI, probablement il y aura une appréciation, ce n'est pas écrit ni dans le projet de loi ni dans la directive, mais on peut penser qu'il y aura des appréciations différentes selon que vous êtes entité essentielle, où on risque d'être plus regardant que entité importante. D'ailleurs, dans les critères qui sont donnés, critères théoriques de la directive, il y a des critères importants et nombreux qui sont recensés, et notamment le fait de regarder quelles sont les conséquences du manquement. Et évidemment, en étant entité essentielle, on peut penser, en tout cas c'est comme ça que ça a été réfléchi, ça a été même rédigé, que les conséquences seront plus importantes, donc probablement un traitement, on va dire, plus regardant pour les entités essentielles qu'importantes, avec des paliers plus importants pour les entités essentielles. Alors, si on a vu donc les principaux concepts de la directive NIS 2, euh, je voudrais revenir sur 4 points qui me paraissent importants et qui montrent qu'avec la directive NIS 2, on est sur effectivement un changement majeur. Euh, jusqu'à jusqu'à présent, personne ne parlait d'entreprises régulées à propos des 15 000 entreprises, en tout cas ce qu'on escompte, c'est les chiffres qui circulent, y compris à l'ANSSI, qui vont se retrouver qualifiées d'entreprises importantes ou essentielles. Oui, les dirigeants de l'ANSSI parlent d'entreprises régulées. C'est vrai que dans une société qui est dirigée par l'économie de marché, ça peut paraître étonnant. Évidemment, c'est régulé sur le plan de la cybersécurité et pas sur le reste, mais c'est quand même un vocable fort qui montre quand même qu'on est sur un changement de paradigme puissant. La deuxième chose, c'est que je vous ai parlé à peu près tout le monde, hein, de l'ANSSI, de la Commission européenne, de la CNIL. Bah, il y a un nouveau recul du juge judiciaire et de l'institution judiciaire. On ne parle pratiquement pas du juge judiciaire. Alors pourquoi? Bah, il faut comprendre, et ça aussi, c'est le changement qu'on est en train de vivre. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, les institutions policières et judiciaires sont à la peine dans un monde qui est un monde avec un réseau anational qui se moque, où les cyberdélinquants se moquent des frontières. On a encore un monde qui est gouverné pour les institutions policières par les frontières et le fait que la police et la justice agissent à l'intérieur de frontières et que dès qu'il y a une coopération qui doit se mettre en place, les choses s'allongent dans le temps, les choses ont un coût et le temps et l'argent, bah, ce sont deux paramètres qui ne sont pas neutres et en particulier le temps. Et donc ça, les cyberdélinquants l'ont bien compris. Et donc, l'institution judiciaire, évidemment, va intervenir à d'autres niveaux, mais jusqu'à présent, sur ces questions-là, on subissait une attaque, une cyberattaque, eh bien, on déposait plainte,
pour faire jouer des articles du code pénal sur comme j'ai dit tout à l'heure, l'accès frauduleux, le maintien frauduleux dans un système. Donc tous les articles 323.1 et suivants du code pénal, il y a 7 articles. Et l'entrave au fonctionnement, par exemple, pour le ransomware, on demandait l'assistance de la justice et de la police pour pouvoir identifier les auteurs et les faire condamner. Ben, c'est un monde qui, de ce point de vue-là, va énormément changer, puisque on le voit à 2 niveaux. Un, les acteurs qui interviennent. Alors, ici, on a dit, c'est l'ANSSI. Pour ce qui est du RGPD, c'est essentiellement la CNIL, même s'il y a un volet pénal. Et puis, si je prends un texte, par exemple, qui a été voté au mois de mai 2024 en France, qui s'appelle la loi SREN. C'est une loi qui est dite pour la sécurité de l'espace numérique, hein, loi SREN, hein, visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. C'est une loi du 21 mai 2024, une loi 2024-449, qui, par exemple, crée un filtre de cybersécurité antifraude. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que lorsqu'un certain nombre de délits vont être commis, et elle en vise 6 ou 7, c'est l'escroquerie, c'est l'usurpation d'identité, car tout est souvent à base d'usurpation d'identité, c'est les délits informatiques traditionnels de la loi Godefroy, l'accès frauduleux, etc. Et c'est, je crois, à peu près tout. Lorsque ces délits sont commis et que, de manière évidente, tout se passe en ligne, sur une interface qui offre au public, qui offre des prêts à taux zéro, mais les gens s'inscrivent en masse, par centaines, et puis on leur demande de payer quand même 120 € de dossier, et puis jamais le prêt ne vient, et ça fait des milliers de victimes. Alors, il est dit qu'une autorité administrative, qui en l'occurrence sera l'ARCOM, donc une autre autorité administrative, pourra notifier cette adresse aux fournisseurs de navigateurs Internet, hein, écoutez bien, fournisseurs de navigateurs Internet, qui vont pouvoir donc afficher un avertissement. Il y en a 4 principaux, hein, tout le monde les connaît, je ne vais pas les rappeler, qui vont pouvoir, mais il y en a d'autres, hein, moins importants, mais 4 principaux, notamment Chrome, bien sûr, Firefox, Microsoft, et Apple avec Safari, donc vont pouvoir, dans le navigateur, donc c'est bien une URL qui sera rentrée, mettre un avertissement aux personnes, voire même, après un processus qui est décrit dans la loi SREN, on pourra même aller jusqu'à fermer la page, voire intervenir auprès des fournisseurs de nom de domaine. C'est comme ça que dans la loi SREN, ils sont nommés. Donc tout ce qui est registré, registrard. Donc pour pouvoir faire interdire, mettre sur une liste noire et interdire. Donc là aussi, c'est pas le juge judiciaire qui intervient, c'est l'autorité administrative nouvelle qu'est l'ARCOM. Enfin, pas nouvelle, mais en tout cas, elle a des pouvoirs nouveaux. Donc, il y a ça qui intervient, donc des autorités qui sont autres que judiciaires qui interviennent sur ces dossiers. Et deuxièmement, c'est les schémas réglementaires qui sont mis en place. Vous allez être victime d'une attaque, mais si vous ne notifiez pas de manière rapide, dans les meilleurs délais, je crois que c'est dit sans délai par le projet de loi, et sous 24 à 72 heures selon les cas dans la directive, vous devenez responsable. Donc, vous êtes victime et responsable. Si vous ne vous conformez pas à un référentiel technique, alors vous êtes là aussi, même si vous êtes victime d'une attaque, bah, on va considérer que vous avez une responsabilité pour ne pas avoir été conforme. Et donc, dans les cas de contrôle ex post, c'est-à-dire lors d'un incident qui peut avoir des répercussions pour la communauté nationale, l'ANSSI va pouvoir intervenir, éventuellement sanctionner, bien que vous soyez victime. Donc, c'est un changement, là aussi, de paradigme fort. La troisième chose qu'on peut avoir en tête pour un texte vraiment ambitieux, c'est que justement, c'est son ambition. Euh, une ambition qui fait que l'ANSSI va être on va dire, la cheville ouvrière essentielle de la directive NIS 2 et de sa transposition. Encore une fois, je répète, 15 000 entreprises qui seraient donc régulées dans le cadre de ce système mis en place par la directive communautaire. L'ANSSI, c'est 634 agents, si je prends
le nombre d'agents qui sont dans le rapport d'activité 2023 de l'ANSSI publié juste avant l'été, 634 agents, et c'est un budget annuel de 29,8 millions d'euros. 29,8 millions d'euros, hors masse salariale. 29,8 millions d'euros. On peut se demander si finalement, euh, c'est bien, tout ça est bien, mais il faudra probablement donner, et ce n'est pas le moment, si j'en crois l'actualité, probablement d'autres moyens à l'ANSSI, des moyens plus importants. Donc, est-ce que finalement, cette limite à Nice 2, ça ne va pas être dans les moyens de l'ANSSI? Et puis enfin, il y a une question qui est très importante et qui est la question d'après, c'est qu'à partir du moment où vous allez être contrôlé, sanctionné pour un manquement à une conformité établie dans un référentiel technique rédigé par l'ANSSI. La question qui se pose tout de suite après, c'est que si vous êtes sanctionné administrativement, cet argent qu'on va vous demander éventuellement, elle va venir dans les caisses de l'État. Vous allez avoir, en termes réputationnels, si la sanction est publique, une conséquence, c'est sûr, dans le suivi de vos affaires, mais vous allez avoir aussi quantité de victimes qui vont se poser la question, et même souvent, probablement plus que la question, on le voit maintenant avec le RGPD par exemple, de votre responsabilité. Dès lors que vous avez manqué à une réglementation impérative, vous allez avoir des actions en responsabilité qui vont être engagées à l'encontre des entités non conformes et aussi de leurs dirigeants. Et aussi de leurs dirigeants. Possiblement, puisque les dirigeants sont également évoqués dans la directive NIS 2. Je rappelle que dans le RGPD, il y a un régime de responsabilité qui est prévu aux articles 83 et 84 du texte, un régime de responsabilité qui encadre un peu la responsabilité des uns et des autres, en particulier notamment quelque chose qui a été un des vrais moteurs du RGPD dont on a peu parlé, c'est que lorsque un sous-traitant et un responsable de traitement ont chacun contribué à un manquement au RGPD, alors les victimes peuvent s'adresser à l'un ou à l'autre et demander, il y a donc une solidarité entre le responsable de traitement et les sous-traitants, et demander la totalité de la réparation de son préjudice à l'un ou à l'autre. Ce qui fait que vous êtes un grand magasin parisien et vous avez fait le choix d'un hébergeur indien. J'ai rien contre les Indiens, bien sûr. Indiens, mais vous avez fait votre choix du pas cher, mais vous avez une conséquence qui est qu'il y a une violation de données qui a été commise et vous avez des victimes qui vont affluer vers vous. Dans le RGPD, il est dit qu'on peut agir contre l'entité indienne. Vous pensez bien que ça va être très compliqué, et contre le grand magasin, par exemple. Et que, évidemment, et que le grand magasin, même s'il a commis 1% de faute et que 99% revient dans le cadre d'un partage de responsabilité qui serait établi par un expert, par exemple, on peut demander 100% de son préjudice au grand magasin. Ça a été un des moteurs de la mise en conformité à l'RGPD, car les grandes entreprises, évidemment, ont voulu contrôler ce que faisaient leurs sous-traitants de façon à ce que leur responsabilité ne soit pas recherchée. Or, dans la directive NIS 2, rien n'est dit sur la responsabilité. Donc, on tombe sur une responsabilité de droit commun. Et la responsabilité de droit commun, c'est qu'on dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage doit réparation. Et c'est d'autant plus vrai que quand la faute est issue d'un manquement à une obligation réglementaire. Donc, c'était une question que m'a posée Jean-Jacques Urban dans un mail là, juste avant la préparation de cette, euh, de cette visio. Mais oui, la question de la responsabilité est une question forte et importante. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Évidemment, on a travaillé un peu d'arrache-pied par ce projet de loi qui est sorti du chapeau le 15 octobre dernier, mais il fallait quand même qu'on vous en parle et qu'on échange ensuite sur cette question. Et donc, Gérard, je suis à disposition de tout le monde pour évidemment échanger sur la directive NIS2 et le projet de loi. Super, exactement dans les temps. Tu enlèves le partage, Olivier, comme Oui, ça tout à fait. Je vais retirer le partage qui est ici. Voilà. très bien. Donc, l'idée, c'est que pendant que Clarisse va nous parler, Olivier était à nu pour lire les questions par le chat. Et ensuite, ça sera la session questions-réponses.
entre tous les intervenants. Si vous avez lu la charte de sécurité, ben, vous savez de quoi il en retourne. Voilà, donc Béatrice, Je suis là, mais je vais devoir me déconnecter, comme je l'ai dit, parce qu'il faut que je raccompagne. En tout cas, merci Olivier, c'est vraiment très intéressant et très utile. Allô? Oui? Oui, oui, je suis là. Oui, Oui, vous oui, bon, je m'entendez? suis là, Voilà. Béatrice. Merci. Voilà, non, bah merci à vous, hein, envers toi, c'est vraiment très gentil. Et puis très intéressant. Et je dis à toutes mes excuses à vous, à Clarisse, enfin à vous deux, aux deux intervenants, à Clarisse et puis à tous les participants. Et je vais malheureusement devoir vous quitter pour cette fois. Et bonne ce que je continuation. voudrais dire, c'est que les slides d'Olivier et de Clarisse seront sur le web de l'ARCSI, ARCSI, www.arcsi.fr, Association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information. D'une part, la vidéo, la retransmission de tout ce qui a été dit seront sous YouTube sur le site de l'ARCSI, ainsi que le futur compte-rendu de Clarisse et ma lettre d'information numéro 74 en première page. Et dans la page des événements passés, vous avez toute la mémoire de nos lundis de la cyber. Donc, pendant qu'Olivier pourra lire le chat, Clarisse, nous t'écoutons. Mets ton micro, voilà. Bonsoir. Bon, du coup, je me suis un peu présentée tout à l'heure et j'ai un peu présenté aussi l'université. Je remets mon adresse mail pour les étudiants qui souhaitent m'envoyer leur CV pour que je le mette dans le drive pour les personnes qui sont présents ce soir et qui sont à la recherche de stagiaires ou d'alternants. Donc, je le remets dans le chat. Ça peut aider les étudiants. Je vais vous partager mon écran. Bon, je vais le laisser comme ça. Il n'y aura pas de problème. Donc, comme j'ai dit, je suis étudiante en master 2 en cybersécurité et e-santé à l'université Paris-Cité. Merci Gérard de m'avoir proposé de présenter un peu ce que je faisais ce soir. Ça va être beaucoup plus succinct que Monsieur Itéanu, pardon. C'était juste pour présenter en fait mes comptes rendus. C'est Gérard qui m'a proposé du coup d'écrire en fait une sorte de résumé de chaque lundi de la cybersécurité, donc une fois par mois. Je me suis proposée parce qu'en fait j'ai pas mal de temps. Moi j'ai décidé de faire un cursus formation initiale à l'université Paris-Cité en cybersécurité parce qu'à côté j'ai mon auto-entreprise depuis 3 ans. Du coup, j'avais le temps et ça m'intéressait beaucoup d'approfondir un peu les sujets qui sont abordés lors des lundis de la cybersécurité. Donc, comme je vous disais, le contexte, c'est un événement mensuel dédié à des thématiques actuelles de la cybersécurité. Donc, je les rappellerai dans la dernière slide, les derniers événements qui ont eu lieu, les derniers sujets. Du coup, je fais ça depuis maintenant 1 an, exactement. Depuis que je suis rentrée en master, en fait. Du coup, l'objectif, c'est de valoriser les interventions et les discussions mais surtout de garder une trace écrite sur Internet parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources en soi en cybersécurité pour l'instant. Et je trouve que c'est quelque chose qui a développé. J'ai aussi une appétence pour les rédactions de contenu parce que j'ai un client pour lequel j'écris un peu un blog technique sur des sujets de data science, etc. Donc c'était quelque chose c'est une appétence que j'ai. Du coup, ça m'a assez attiré de rédiger des rapports sur le thème de la cybersécurité, sachant que je n'avais jamais fait de cybersécurité avant mon master. Et aussi, du coup, ça permet d'avoir ça permet une diffusion plus large des savoirs, comme je disais, et ça rejoint le premier point sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, je trouve, simples et détaillées. J'essaie d'être très concise dans mes rapports et de vulgariser au maximum pour que ça soit compréhensible pour le plus de personnes possible et pas seulement à des personnes qui sont spécialisées dans la cybersécurité. Du coup, pour l'architecture de mes comptes rendus, donc j'essaie comme j'ai dit, d'être la plus succincte possible. Je re-regarde les replays qu'on m'envoie. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont aussi enregistrés. Et ça me permet de faire un résumé plus succinct parce que je peux pas le faire d'un coup en une seule fois. Et par exemple, là, je vous ai mis un exemple d'un sujet que j'avais beaucoup aimé, c'était sur la sécurité quantique. C'était en novembre dernier, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec un fonds d'investissement dans le quantique, qui s'appelle Cantonation.
Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'attire particulièrement. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce sujet-là. Je voulais appuyer ce point. Du coup, les défis que je rencontre, bon, que je rencontrais au début surtout, c'était l'analyse des informations complexes parce que je venais de commencer mon master, j'avais pas forcément de notion dans la cybersécurité. Euh, et du coup, le plus dur, ouais, c'était de clarifier toutes les informations qui étaient parfois très techniques. Mais ça me permet aussi de faire beaucoup de recherches par rapport à ça et d'en apprendre pas mal. Et aussi d'essayer de rédiger ces comptes rendus dans un timing qui correspond, c'est-à-dire pas prendre un mois pour le rédiger, sachant que c'est tous les mois, le lundi de la cyber. Donc j'essaie d'être assez rapide. En général, je crois que je l'envoie à Monsieur Pélix dans les 2 semaines maximum, environ, pour qu'il soit publié par la suite. Et ensuite, pour l'impact des lundis de la cybersécurité, bon, je le concentre pour le premier point sur moi. Forcément, ça m'apporte beaucoup de ressources parce que je fais une étude plus approfondie que seulement écouter un sujet pendant 1 heure. Donc forcément, ça renforce mes compétences que je n'avais pas forcément auparavant. Et ça m'ouvre l'esprit sur des sujets que je ne connaissais pas forcément également. Et ça aussi, mais pour mes camarades également, parce on nous a aussi notifié, on nous envoie tous les mois des rappels pour qu'on on participe. C'est lundi de la cybersécurité. Et c'est vrai que ça illustre l'importance de la veille technologique, parce qu'il y a quand même des intervenants, comme par exemple ce soir, qui sont très calés sur des sujets que nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas forcément l'occasion de voir en cours. C'est vrai qu'on a l'occasion de rencontrer des personnes qui sont très, même en cours, on a des intervenants de grosses entreprises et c'est très intéressant. Et du coup, pour faire un petit récap, donc en fait, tous les comptes rendus et les replays sont visibles sur l'ARCSI, le site de l'ARCSI. Donc là, j'ai mis le lien. Euh, du coup, j'ai pu rédiger les 7 comptes rendus depuis l'année dernière et ils sont visibles sur le site de l'ARCSI. Euh, et voilà, je pense que c'est tout. Je ne sais pas si Monsieur Pellic voulait rajouter quelque chose. Gérard. Il a disparu. Ah. Où est-il? Gérard a coupé son micro. Ah. Ouais. Et la vidéo. Voilà. Voilà, donc je disais que j'ai beaucoup aimé la présentation de Maître Itéanu, que je lirai je, les slides que vous aurez qui seront sur le site de l'ARCSI, je les regarderai avec passion, tout en écoutant la retransmission sur YouTube, qui sera aussi sur le site de l'ARCSI. Voilà, donc Olivier, si Oui, tu as alors pu avoir je le vais prendre des temps, questions. Il y en a des très difficiles, hein, je dis. Vidéo sur Bernard, YouTube, je croyais qu'ils étaient sur un autre site. non, enfin oui, il est possible qu'on le mette ailleurs, hein, sur le site du MEDEF Île-de-France, par exemple. Il peut y avoir des choses. Et d'ailleurs, l'Institut Léonard de Vinci aussi retransmet euh, au moins disons, un compte-rendu d'événements. Mais a priori, ce sur quoi nous nous engageons, c'est que sur le site de l'ARCSI, www.arcsi.fr, A-R-C-S-I, vous aurez tout. Ma lettre 74, les présentations PowerPoint d'Olivier et de Clarisse, la vidéo, enfin la retransmission par YouTube et, euh, et bien sûr le compte-rendu de Clarisse. À toi, Olivier. ok, donc je vais reprendre les questions comme elles sont arrivées. D'abord, Bernard Barbier. Bernard, il dit une chose assez juste. Il se pose des questions sur l'ANSSI et ses moyens, effectivement. Alors, sur 650, Bernard nous dit qu'il y a 100 personnes qui seraient. Et ça me paraît déjà beaucoup, même, parce que c'est 100 personnes qui faisaient autre chose avant. Donc, si j'ai bien compris,
qui serait concentré sur la transposition de la Oui, ça directive serait un NIS 2. max, hein, un max de 100 Peut-être un max, personnes. ouais, peut-être un max. Ça fait très très Donc, peu, hein. ouais, donc effectivement, contrôler plus de 15 000 entités, pas facile. D'autant que au bout, il y a, au-delà du contrôle, il y a la sanction derrière. Donc, quand il y a un risque de sanction et un risque réputationnel qui est lié au public, bah, les entités se défendent. Donc, c'est pas, les choses ne sont pas si simples hein, que en théorie. Non, mais Elles se ouais, défendent. Voilà. Donc, tout ça, ça mobilise du monde, ça mobilise des moyens et et de l'expertise, hein, effectivement, pardon, et de l'expertise. et de l'expertise, tout à fait, c'est Et vrai. c'est ce que je dis, comme il y aura pour moi, il y a un transfert quand même de responsabilité, je dirais, de la partie flic, gendarme, cyber vers l'ANSSI. Est-ce qu'il ne faut pas mutualiser tout ça et faire une grosse force de frappe? Alors, moi, je pense que, bon, aujourd'hui, les services de police Parce spécialisés, que ce qu'on voit bien, c'est que d'un point de vue judiciaire, je vais être un ouais, peu méchant, mais je discutais avec, comment il s'appelait, celle qui était au parquet, c'est que des actions vraiment judiciaires qui aboutissent à des arrestations, il n'y en a quasiment pas. c'est très, très rare. Ouais. Donc, Bon, il il faut, faut qu'on arrête de mettre. En fait, on fait une action simplement parce que pour couvrir l'assurance. Et donc, il va falloir transférer des moyens vers une vraie capacité de contrôle et de sanction avec un noyau très dur d'experts étatiques, Annecy, gendarmes et policiers. Mhm. Ça, Alors, je c'est mon pense que avis, hein. l'ANSSI, ouais, ouais, non, mais Et on peut demander à Hervé. Hervé, lui, a sûrement un avis, là. ouais, mais c'est clair que, évidemment, comme je l'ai dit, il y a il y a un bottleneck, il y a un goulot d'étranglement probablement là qui va se faire. Et en dépit du talent de l'Annecy, hein, qui n'est pas contestable, ils ont probablement un problème de moyens, ou alors on appliquera, on survolera des choses. Je ne suis pas du tout certain que ça se Moi, passe j'en comme ça. avais parlé à Guillaume il y a 2 3 ans de ça, Guillaume Poupard, hein, que je connaissais bien. Donc, eux, ils estimaient que c'était 2 ou 3 000. Là, on est à 15 000, hein, ça n'a plus rien à voir, hein. Eh oui, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. C'est vrai. Hein, voilà. C'est vrai. Alors, Emma Fada nous dit, il me semble que la directive NIS 2 n'est pas d'application directe. C'est tout à fait exact. Mm. Dans ce cas, les organismes français soumis à NIS 2 sont-ils tenus également de démarrer leur démarche de mise en conformité? Je suppose que Emma nous dit maintenant. Non, je veux dire, tant qu'on n'a pas, c'est le propre de la directive communautaire, c'est qu'il faut attendre la loi de transposition. Si l'État français est en retard, bon, il a des raisons pour ça, à date d'aujourd'hui, comme chacun le sait, il a une possibilité d'être sanctionné par la Commission européenne, ce qui ne sera pas le cas, je pense, puisque là, on est passé au Conseil des ministres et je crois que c'est déjà inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en première lecture. Je pense que ça risque d'être quand même si on est quand même très divisé à l'Assemblée nationale et au Sénat, potentiellement, ça pourrait être un texte qui est, on va dire, ou tri ou quadripartisan. Dire, il n'y a pas vraiment d'enjeu politico-politicien dans la directive NIS 2. Donc, s'ils font bien leur travail, ça peut aller quand même relativement vite. Voilà. Donc, non, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, se préparer, quand on a une entreprise et qu'on s'est auto-qualifié, parce que c'est ça qui va se passer dans un premier temps, c'est pas l'ANSSI qui va venir vous qualifier, les entités importantes, certainement pas, et celles essentielles, j'ai des doutes. Donc, il faut faire ce travail en interne. Je pense que c'est la première chose à faire, de s'auto-qualifier. Est-ce que je suis dans les critères ou pas dans les critères? Et si je le suis, bah, il faut commencer à chercher, à regarder, étant entendu qu'au-delà de la transposition, c'est le référentiel qui manque à date d'aujourd'hui, hein. Tout est écrit de manière très théorique et générale dans la directive. Pareil dans le projet de loi. Il faut attendre de voir ce que l'ANSSI va produire comme référentiel, mais pas d'obligation aujourd'hui légale, en tout cas, pour répondre à Emma, de se mettre en conformité sans loi de transposition, ça c'est sûr. Donc, vous ne risquez rien. Alors, ensuite, alors c'est Bernard encore. Nicolas. Oui, pour poser une question en direct, vous levez la main. C'est lever la main, c'est l'icône en forme de cœur en bas. Alors là, j'ai pas compris la question de Nicolas. NIS 2 peut être remplacé par un antivirus, car tout a un coût et les petites sociétés ne pourront pas suivre. Oui, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des seuils, un critère 4 qui est un critère quantitatif qui fait que, mais il est certain que pour une entreprise de plus de 50 salariés qui fait plus de 10 millions d'euros ou qui a un bas de bilan au-delà du chiffre qui a été donné dans la directive, euh, si elle est juste au-dessus de ces seuils, elle reste une PME.
Et on sait très bien qu'une PME, c'est un chef d'entreprise qui pédale avec la tête en bas dans le vélo. Et si on commence à lui dire de se créer de nouvelles contraintes, que peut-être d'ailleurs ses concurrents américains et asiatiques n'ont pas, là où ils les retrouvent lorsqu'ils se trouvent en Afrique ou ailleurs, et donc, ça va être un coût pour lui supplémentaire. C'est évidemment, c'est vraiment très compliqué. Je veux bien le comprendre. Mais moi, j'ai trouvé dans les premières déclarations de l'ANSSI, euh, à la différence du RGPD où on n'a absolument rien prévu pour les PME, on traite tout le monde de la même façon, j'ai trouvé quand même un discours qui a conscience que à partir du moment où on est juste au-dessus des seuils et qu'on est qualifiable, il y a quand même peut-être des choses qui seront plus faciles pour les PME. Voilà, c'est l'espoir qu'on ait, mais à date d'aujourd'hui, comme le fait la Commission européenne, comme le font tous les textes communautaires, on n'est pas très bienveillant à l'égard de nos PME. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Deux questions. Si un groupe international est concerné et qu'il doit se conformer à chaque transposition. Alors donc, c'est une très bonne question, Monsieur Churema. Vous êtes un groupe international, vous avez un pied, vous avez un établissement dans chaque État de l'Union européenne. En tout cas, ce qui est prévu dans la directive, c'est que vous désignez un représentant dès l'instant où ce qu'on appelle par ailleurs, c'est le critère de destination, où le service que vous rendez est destiné au marché français. Donc là, dans un cas comme ça, en particulier pour tout ce qui est la sphère et tout le secteur numérique, à partir du moment où vous destinez vos services au marché français, on va vous demander de désigner un représentant. En tout cas, l'ANSSI peut le faire, enfin l'autorité de contrôle, donc l'ANSSI peut le faire, et vous êtes concerné. Donc vous devez vous conformer à la transposition française. Alors ça, c'est peut-être une autre difficulté qu'on verra, mais comme il peut y avoir des différences en plus d'État membre à État membre, effectivement, il va falloir là regarder de près ce qui vous est demandé. En France, on risque de vous demander un peu plus qu'ailleurs, parce qu'on est un peu comme ça. Mais oui, un État, un groupe international, si il destine ses services au marché français, est soumis à la loi de transposition française. Après, désigner un représentant, ça ne veut pas forcément dire que ce sera l'autorité de contrôle qui vous sanctionnera française, hein. Il y a des mécanismes qui sont prévus, comme dans le RGPD, où on peut désigner une sorte d'autorité de contrôle, une espèce de CNIL, chef de file. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine dans la directive NIS 2, où dans un cas comme ça, il y a une coopération qui va se mettre en place entre les autorités de contrôle, c'est écrit dans la directive, et probablement c'est le lieu où sera établi ce groupe international, et probablement qu'il fera son shopping du côté de l'Irlande et peut-être du côté du Luxembourg, comme le font beaucoup d'Américains. En tout cas, il y a peut-être effectivement un shopping qui va se faire, ça c'est possible. En tout cas, c'est une bonne question, compliquée, mais c'est une bonne question. Débat. Alors, je reviens en arrière. Donc, Pierre-Luc, euh, donc effectivement, qui revient sur quid d'une fusion du CISO avec le DPO. Là où il existe. On le voit déjà, mais c'est une belle opportunité pour réunir ce qui doit être la gestion du risque numérique de l'infra à la data. Moi, je suis complètement d'accord, 100% avec Pierre-Luc Réfalo là-dessus. Euh, et d'ailleurs, je regrette que à l'époque du RGPD, on a un truc qui marche, donc qui s'appelle la CNIL. Il marche comme il peut. Il a aussi des moyens qui sont aussi limités, mais qui a été, à un moment, on était dans le désert, un des seuls à sanctionner les GAFAM. Bon, et ça, il faut lui reconnaître ça. Euh, il est dommage qu'on n'ait pas pris le virage, car la CNIL, ça fait très longtemps qu'ils ne font pas que des données à caractère personnel. Et donc, ils font du droit du travail. Il y a toujours eu un vice-président qui vient des syndicats et ça, ils ont été un des premiers à traiter de la cybersurveillance et des chartes, notamment de la valeur des chartes Internet des années 2000. Ils font du droit de la consommation, ils font du contrat.
Et ils font de la sécurité, puisque à certaines années, près de 2 tiers des décisions de sanction d'ACNIL, en fait, touchaient à des problèmes de cybersécurité, de sécurité. Hein, quand vous avez un problème sur des données personnelles, parce que par une URL prédictive, il suffit, vous allez chercher vos lunettes et il suffit que vous ajoutiez un chiffre dans l'URL pour passer sur la fiche du voisin, bah, c'est une faille de sécurité qui touche aux données personnelles, mais qui est plus largement qui est un problème de cybersécurité. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu la vision au niveau et européen et des États membres de créer une agence du numérique et qui traite de cybersécurité, qui traite des données perso. Et ça faciliterait ce que dit Pierre-Luc, c'est-à-dire cette fusion effectivement entre le CISO et le DPO, DPO faisant quand même pas mal de cybersécurité. Moi, je vois bien dans les séances, lorsqu'on a des cellules de crise qui se mettent en place dans l'entreprise, qu'il y a une faille qui est apparue et que ça peut avoir des conséquences très importantes pour la bonne marche de l'entreprise et son image, etc. Bah, DPO, ACSI, CISO, tout ça, tout le monde se marche un peu sur les pieds, alors que peut-être si on avait un centre de décision aux côtés de la direction générale, qui est celle qui décide, bien sûr, mais si on avait une tête, peut-être que les choses seraient plus fortes. Donc oui, effectivement, je rejoins Pierre-Luc Ruffalo. Je pense il faut réfléchir à ça, à cette question. Merci. Oui. Eh Vous ben, pouvez il y a aussi plein de, poser il y des a plein de questions à forums. Clarisse, hein. Vous pouvez lui demander quand elle aura écrit son compte-rendu, par exemple. Alors, une question à Clarisse, oui. Merci Clarisse pour votre travail régulier et systématique. Bravo. Non, pour l'instant, c'est que bravo. On vous a rien demandé, mais ça va venir, hein, ne vous inquiétez pas. Quid de la gestion du risque versus la conformité à NIS 2? Ah. Une question de Sébastien Lecomte. Je pense que Sébastien, il doit avoir une idée dans la tête quand il pose cette question. Je ne vois pas très bien. Mais oui, est-ce que la question de Sébastien, ça n'est pas on se conforme oui, est-ce qu'on se conforme ou est-ce que on chasse le risque? C'est peut-être ça un peu sa question. Ouais, je peux me permettre, Bien sûr, si je puis me Sébastien, ouais. permettre, en fait, j'ai pu voir dans l'application de la LPM Ah la oui. difficulté de certaines grosses entreprises à avoir une approche qui était, on va dire, l'application stricte, voire même, j'allais dire stupide, mais inefficace de la loi, versus des sujets qui, pour le coup, avaient une vraie valeur de cybersécurité. Et en fait, on avait des indicateurs où on était extrêmement conforme et à côté, on avait des vrais risques qui étaient remontés. Mais comme le budget était alloué majoritairement sur la conformité à la LPM, on se retrouvait à avoir un défaut de budget pour le risque. Et ce genre de schizophrénie me gêne un tout petit peu en tant que RSSI. Oui, alors je comprends tout à fait. C'est le problème un peu du risque technocratique, c'est-à-dire qu'effectivement, pour éviter la sanction, on va se conformer sans véritablement voir quels sont les objectifs derrière. Moi, ça, je pense que c'est à l'ANSSI. Je donne un exemple tout bête, hein, notifier une violation de données à caractère personnel à la CNIL, c'est tout à fait vertueux parce que à partir du moment où on vous demande de notifier l'incident, notifier la violation, on vous demande évidemment de décrire le processus, le mode opératoire. Ce mode opératoire, il va ensuite être mis à jour par la CNIL peut-être, et ça va servir à d'autres pour éviter. Mais oui, mais si cette notification est l'occasion d'un contrôle en retour de l'ANSSI chez vous, bah, les entreprises vont hésiter à notifier. Voilà, c'est un exemple que j'ai vécu et qui disent oh, surtout pas, on va se prendre un contrôle en retour. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment conforme et donc je suis très réticent à notifier alors que la vertu, derrière ce que dit Sébastien, c'est un peu comme ça que je ressens votre question, Sébastien, euh, c'est effectivement d'apporter une réponse à une situation que nous vivons tous parce que aujourd'hui nous sommes interconnectés avec le monde et que dans le monde se cachent
soit des cyberdélinquants qui sont peut-être dans le bureau d'à côté, mais qu'on pourra jamais, on aura beaucoup de difficultés à tracer. Donc, je comprends ce que vous dites, et c'est vrai que la manière d'aborder les choses par l'Union européenne et ses textes complexes n'aide pas, ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi une application parfois très théorique des choses. Et il n'y a pas la vision des enjeux, tout à fait, c'est vrai. Alors, une question de François. Quel rôle possible pour les autorités locales, départementales, chambres de commerce, chambres des métiers ou chambres d'agriculteurs? Alors moi, je dirais que il y a un rôle à jouer, car dans le projet de loi, il est prévu la sensibilisation et la formation, notamment des directions générales. Ça m'a un peu étonné. J'ai le texte, mais on ne va pas le reprendre, ça serait un peu laborieux. Mais reprenez le texte, il est demandé, et ça va intéresser HS2 et Hervé Schauer, il est demandé de former les dirigeants aux questions de cybersécurité, de les former effectivement aux réflexes à avoir pour répondre et être effectivement, on va dire, informé aussi des risques qui courent à ne pas se conformer. Donc, il y a véritablement sur cette question de sensibilisation et de formation, et je pense que les chambres de commerce peuvent jouer un rôle, ou des acteurs privés peut-être plus pointus, comme les HS2 ou d'autres, bien sûr. Même si Très on aime beau ton tous, chat, même si on aime Catherine. tous HS2, voilà. Très beau ton chat. Je parle pas du chat, hein. Je parle de ton chat avec des oreilles et des ronrons. Jean-Jacques Urbain Galando a levé la main et puis Catherine Gabet également. Vas-y, Ah, Jean-Jacques. ah. Oui, merci pour cet exposé très complet. Euh, Personnellement, j'ai l'impression que ça ajoute une couche de complexité à la complexité informatique sous-jacente qui ne cesse de s'aggraver d'ailleurs, me semble-t-il. Cette complexité de l'architecture, je la caractérise sur 2 points. D'une part, le réseau Internet, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très sécurisé avec les choix qui ont été faits dans TCP/IP il y a 50 ans. Et puis, le point d'entrée sur la plupart des difficultés qui me semblent être sur les postes de travail où Microsoft avec Windows est quasiment présent partout ou presque. Et du coup, on responsabilise, me semble-t-il, les gens des entreprises qui utilisent le numérique comme étant un outil et finalement, on les rend responsables de faiblesses d'outils, je pense notamment à Windows, auxquels en fait on vient colmater des brèches. Alors ta question, Jean-Jacques. D'où ma question. Euh, Quand est-ce que l'on va pouvoir attaquer de façon sérieuse les éditeurs de logiciels sur les failles monstrueuses qu'ils laissent, y compris quand ils ajoutent des nouvelles fonctions qui, au lieu d'être correctement testées, viennent rajouter des possibilités nouvelles. Alors, d'abord, sur la question de la complexité, je fais une petite digression, hein. Je pense que moi, je ne peux la traiter que d'un point de vue juridique, hein, mais le constat qui est fait depuis 30 ans, c'est que tout se complexifie, tout est très difficile d'accès, et que je pense qu'à terme, c'est un problème de démocratie. Parce qu'on a tous vécu sur l'idée que nul n'est censé ignorer la loi, à condition qu'on puisse la comprendre. Donc, je pense qu'il y a un effort qui devrait être fait, on commence peut-être à avoir conscience, car j'ai vu le mot simplicité dans les derniers textes communautaires apparaître. Donc, ils pensent peut-être qu'on met le risque étant le blocage de la société à un moment ou à un autre. Sur la responsabilité des éditeurs de logiciels, je pense que NIS 2 je ne connais pas encore le référentiel technique qui sera mis en place par l'ANSSI, mais je pense, Jean-Jacques, que NIS 2 peut être, encore une fois, la base d'une exigence accrue. Vis-à-vis des éditeurs de logiciels. Le problème, c'est que tous les petits éditeurs, beaucoup d'éditeurs français sont des petits éditeurs de logiciels.
donc ils seront probablement pas dans la, dans la catégorie des entités essentielles ou indépendantes, mais les gros éditeurs, notamment américains, doivent regarder le texte en se grattant la tête, hein. Mais je pense que si il y a dans le référentiel technique de l'ANSSI des éléments qui les concernent, ça peut être une base. Comme j'ai dit tout à l'heure, une fois que le contrôle est opéré, une fois que la sanction est prononcée par l'ANSSI, je rappelle donc que comme c'est une sanction administrative, il y a quand même un recours au-dessus auprès du Conseil d'État, mais à supposer que cette sanction un jour soit définitive, elle peut donner lieu ensuite à des actions en responsabilité pour des manquements des manquements à des règles de sécurité impératives. Donc c'est une faute grave, hein. Et même un contrat avec une limite de responsabilité, bon, il faut une faute lourde, mais même dans ce cas-là, les limitations de responsabilité des contrats américains, des contrats d'adhésion qu'on doit avaler comme des couleuvres, à mon avis, peuvent sauter. Voilà. Peut-être que de ce point de vue-là, il y aura quelque chose, peut-être une bonne nouvelle avec Nice 2. Parce que je suis Catherine, d'accord. Ouais. Catherine, tu fais de ma part un bisou à ton chat et tu poses la question. Oui, parce que, bah Bon, oui, je te connais le désolé. chat de Catherine, hein, Non, oui, c'est un nouveau chat. Bon, enfin bref, Ah depuis deux bon, ans. Bref, d'accord. peu importe. Oui, non, désolée, j'étais que au téléphone avant, mais c'était passionnant. Je comprends que l'ANSSI va avoir des capacités d'amende, enfin de sanctions administratives, mais ça veut dire qu'il y a toujours le pénal qui peut s'appliquer en plus, quoi, en fait, ou en parallèle. Complètement, complètement. Étant entendu qu'ils ont quand même traité, je l'ai pas traité moi, j'ai pas été au fond de la chose, mais dans la directive communautaire, ils prévoient le cas de la double action possible qu'on connaît Mhm. déjà en matière de données personnelles, puisque la CNIL a des sanctions administratives et il y a le volet pénal qui démarre jamais d'ailleurs. Ça n'intéresse pas le parquet, mais Mhm. il y a quand même le volet pénal. Et peut-être que là, cette double action possible euh, sera mise en jeu. En tout cas, ils ont prévu ça dans la directive. Je ne sais plus dans quel sens ça a été décidé, mais dans la masse du texte et des choses qui ont été prévues, effectivement, ils ont bien en vue qu'au côté de la sanction administrative qui vient d'être créée par ce texte et qui sera appliquée par la CI, il y aura un éventuel volet pénal, effectivement, là, on cherche quoi? On cherche on va dire, le maître du système qui a été défaillant et qui a permis par sa négligence et sa défaillance, je dis ça comme ça, de créer un trouble à Mhm. l'ordre public, j'ai envie de dire, dans la société, parce qu'il a été attaqué et que ça a bloqué 50 000 personnes. Il y a quand même un auteur à l'infraction. Donc ça, Mhm. c'est le pénal qui reste encore en charge de D'accord. l'identifier, de lui courir après, de l'identifier, chose peu facile. Mais il y a quand même, c'est vrai qu'il y a des taux d'élucidation très faibles, mais il y a quand même encore des taux d'élucidation quand même favorables à quelques pourcents, on va dire, pour être honnête. Et donc tout ça, c'est le volet pénal qui s'en chargera. Voilà, et c'était ma question en fait. Quand on cherche le mis en cause, enfin le mis en cause, enfin disons le L'auteur, criminel, le cybercriminel, ça reste le code C'est un pénal bon son. et les fameux complètement. articles dont tu parlais, c'est ça? Complètement. C'est pas du tout l'affaire de l'ANSSI et de la D'accord, directive NIS 2. Bravo. Eux, ils traitent les conséquences de la cyberattaque. d'accord, L'auteur, il reste quand même, il reste soumis, si je puis dire, aux textes pénaux, soit l'accès frauduleux, soit l'entrave au fonctionnement de système. Et donc, effectivement, volet pénal, policier, judiciaire, éventuel. Tout à fait. d'accord. Je faisais juste une petite aparté parce que je travaille à l'Agence nationale des fréquences depuis plusieurs années. Ah oui, Et on a, enfin, je touche du bois, je ne sais pas s'il faut en parler, ça porte pas malheur, mais on a quelques avancées dans le texte justement de la transposition NIS 2 pour nos sanctions. Parce que nous, on peut mettre des PVI en fait. Et je sais, voilà. Parce que le d'accord. fait de brouiller, le fait d'utiliser des fréquences sans autorisation, ce sont des délits. Aujourd'hui, il y a 6 mois de prison, 30 000 euros d'amende. Mais voilà, augmenter les brouillages à 3 ans et les brouilleurs illicites à D'accord. 5 ans. Ça, c'est dans le projet de loi de transposition, alors. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un petit C'est ajout national, là. complémentaire. D'accord. C'est ça. D'accord. Mais la différence, c'est que nous, on a de la chance quelque part, c'est que les mises en cause sont généralement sur le même territoire ou alors sur, je dirais, les frontières. Et là, on voit avec nos collègues d'autres pays. Donc, on peut les trouver. Nous, on les trouve. Alors qu'effectivement, en cybercriminalité, c'est quand ils sont à l'autre bout du monde, c'est autre chose. Ouais. Oui, tout à fait.
Mais enfin, le volet pénal, il y a quand même des belles affaires en ce moment. On en parlera éventuellement pour en parler avec des IMSI catchers. Là, il y a une belle affaire au parquet quand même. Oui. En cours. Voilà, donc il trouve des choses et des fois il y a des choses qui sont liées entre brouillage et, comme c'était ce cas-là, entre brouillage et atteinte au système, escroquerie SMS, etc. Ça restera quand même police. Oui, tout à fait. Tout ça, Et ça police du restera spectre. police. Police du spectre. Pour ceux qui n'étaient pas au dernier lundi de la cyber, Voilà. celui de septembre, ben, il y a tout sur l'intervention de Catherine Gabet sur la première page du site de l'ARCSI en ce moment. Non, mais voilà, c'est nouveau, c'est pas encore complètement intégré, c'est quelque chose qui est un petit peu connexe, mais c'est une menace effectivement numérique qui commence. Voilà. Ben, le fait que ce soit dans la transposition, dans la cyber, voilà, c'est quelque chose en plus, mais je comprends que des agences ont obtenu plus de pouvoir, donc il va falloir aussi que j'en demande plus. Hein. Je Il suis faut que tu jalouse. fasses ton job là, hein, de Ah lobbyiste. oui, Hein. je fais. Bon, alors une question de mon confrère Michel Liette, une bonne question. Merci Michel qui nous dit le référentiel à venir de l'ANSSI ne sera-t-il pas une large recopie de la norme ISO 27001? Alors j'espère que ce ne sera pas une large recopie parce que ça coûte cher les ISO 27001 quand même. Hein. Ça coûte très cher. Mais c'est évident, Michel a raison. On va dire la règle de l'art de la cybersécurité, c'est la règle de l'art de la cybersécurité. Donc il est très probable qu'une partie de cette norme se retrouve dans le référentiel de l'ANSSI, qui ne va pas évidemment inventer autre chose. Donc oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Maintenant, tout le monde n'a pas la possibilité. Je ne sais pas si les 15 000 entreprises sont en capacité de faire face au coût que représente la norme ISO 27001. Hein. Et celui qui est ISO 27001, déjà, en matière, par exemple, de cloud, ça lui donne quasiment accès à la certification Secnum Cloud. Et effectivement, Michel a raison, on peut penser que ça donnera des facilités à se conformer au référentiel à venir. Ça, on n'est que, on est que je sais pas qu'on se perd en conjecture, mais bon, on peut penser que c'est comme ça que ça va se passer. Oui, tout à fait. Il y a Geneviève Boucher qui lève la main. Ah, ouais, on retrouve tout le monde. Bonjour Geneviève. Bonsoir tout le monde. J'ai été invitée à la remise officielle du rapport à l'Assemblée nationale. J'étais béate d'admiration par en particulier le travail de Madame Enaf parce qu'elle est partie plus ou moins de zéro. Bon, voilà. Mais tant dans son exposé que dans ton exposé, Olivier, j'ai pas trouvé, ou bien alors je passe à côté, tout ce qui concerne les guerres hybrides, la désinformation, etc., etc. C'est traité à part ou ça va venir se rejoindre parce qu'effectivement, on peut peut-être traiter ça différemment. Parce que c'est Ouais, des guerres. Là, c'est de la guerre, ouais. carrément. Ah, si Alors, je sais pas. Martin Rigaud ferme son micro, c'est bien. Voilà. Alors, alors, sur la fausse information, c'est une guerre, tu as complètement raison, bien sûr, puis je sais que toi, c'est ton dada. Tu as dans le code pénal un nouveau texte hein, qui a été, je crois qu'il date, je suis en train de regarder, sur le délit de fausses informations, fausses nouvelles. Mais non, effectivement, dans la directive NIS 2, euh, ça n'est pas évoqué, ça n'est pas évoqué. Euh, je parlais de la loi CERN tout à l'heure sur les délits qu'ils considèrent comme graves pour créer des filtres de cybersécurité obligatoires euh, qui seront réalisés par euh, les enfin, par les éditeurs de navigateurs sur demande de l'ARCOM. Ils listent tous les délits. J'ai pas vu le délit de fausse nouvelle. Donc c'est vrai que c'est pas encore vu comme étant. Je pense que c'est de la cybersécurité par contre, oui effectivement, mais c'est pas vu encore comme. C'est pas dans le filtre du législateur communautaire, pas au travers en tout cas de la directive NIS 2, pas à ma connaissance. Peut-être le règlement IA Act, mais je suis même pas sûr. Mais voilà.
D'autres questions? Alors, ouais, Quand vous posez une question, si possible, présentez-vous avant de poser la ouais. question. Alors François nous dit droit pénal présente encore un caractère territorial alors que les attaques sont plus souvent extraterritoriales. Il a tout à fait raison, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qui fait que effectivement le juge judiciaire est... Alors il y a aussi autre chose qui joue au niveau communautaire, il faut bien le dire. C'est un peu un jugement difficile vis-à-vis de la Commission européenne, mais la Commission européenne ne fait pas confiance au juge judiciaire. Pas le politique non plus d'ailleurs. Et donc, ils préfèrent avoir auprès d'eux des autorités nationales qu'ils ont eux-mêmes intronisées d'une certaine manière et sur lesquelles ils ont la main. Voilà. Donc, euh, on crée. Moi, c'est quelque chose qui me peine un peu que de voir que quelque part, on sort du système judiciaire qui reste quand même le lieu, qui devrait être encore le lieu de privilégié de là où on sanctionne et on distribue des récompenses et des peines, comme disait l'autre. Donc, les autorités administratives indépendantes, c'est bien, mais euh, euh, bon, les autorités administratives indépendantes sont celles qui font la doctrine, qui invitent à des cocktails, à des formations, et puis après, elles sanctionnent. Alors, c'est un peu, faut être un peu manichéen. Et elles communiquent sur leurs actions et sur leurs sanctions, ce que ne font pas les tribunaux. Et elles ont une parfaite conscience que ça a un impact vis-à-vis des organisations. Bon, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Bon, c'est peut-être pour moi peut-être le plus inquiétant. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Oui, Pour être entité essentielle ou entité importante, oui. c'est aux entités à se déclarer auprès de l'ARCSI. Alors, C'est pas c'est l'ARCSI qui va alors de l'ANSSI, je veux dire. de l'ANSSI, oui. L'ANSSI. Euh, Alors, je ne sais pas comment ça va se faire. Ce que dit la directive, c'est que l'ANSSI, l'autorité de contrôle, doit déclarer à la Commission européenne en 2025, je crois que c'est en avril 2025, une liste d'entités essentielles et d'entités importantes. Donc, il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on se... Alors, je ne sais pas si ça sera une déclaration, euh, mais en tout état de cause, dans un premier temps, je pense que ça risque d'être, parce que je vois mal l'ANSSI recevoir 15 000, 20 000, parce que par sécurité, peut-être certaines entreprises, entités seront peut-être tentées de se déclarer donc je ne pense pas que c'est comme ça que ça va s'organiser. Je pense plutôt en tout cas qu'ils vont se concentrer sur les entités essentielles dans un premier temps, qui vont donner des critères, qui vont communiquer, ils vont contacter. Mais je crois que c'est aux entreprises déjà de commencer à regarder et la directive et le projet de loi pour s'auto-qualifier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il n'est pas prévu dans la directive de guichet unique, même s'il est question que l'ANSSI déclare à la Commission européenne une liste d'entités essentielles et importantes. Christian Cazeneuve a levé la main. Oui, Mm. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. merci pour cette présentation, maître, qui est très utile parce que la cybersécurité, de manière générale, et c'est important d'avoir ces lundis de la cybersécurité, c'est une exigence qui monte progressivement en puissance. Il faut être clair sur le fait que ces dernières décennies, c'était pas, enfin, il y avait d'autres priorités. Il fallait couvrir la planète. Il y avait une poignée africaine qui a été fondée en 1990. Il y avait les débits. On a beaucoup parlé de débit, mais la question de la cybersécurité était quand même vraiment au second rang, c'est au mieux, au mieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est habitué au protocole IP qui clairement n'était pas du tout prévu, ça a été dit euh, pour pour cela. Sans doute qu'il faut du temps. J'ai pas d'autres commentaires immédiats à faire, mais en tout cas c'est important de poursuivre parce que clairement vous connaissez mieux que nous les risques de cybercriminalité, de cyberharcèlement à tous âges, etc. Donc il y a quand même un véritable besoin objectif et il y a quand même une faisabilité. Donc ensuite, il y a quand même aussi des responsabilités politiques. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir d'un côté un émiettement des rares compétences et espérer des résultats à court terme avec toutes les sanctions du monde. Il faut être réaliste sur les ressources et c'est quand même une délibération multidimensionnelle
où on va avancer pas à pas. Mais enfin, il est clair que c'est un sujet qu'il va falloir résoudre. C'est quand même le talon d'Achille aujourd'hui principal de l'infrastructure télécom informatique. Voilà, merci. Vous avez complètement raison. C'est vraiment le premier texte d'ampleur en matière de cybersécurité. On a eu quelques textes, alors, en termes de traités internationaux, la Convention de Budapest en 2001, mais depuis, après, il s'est pratiquement rien passé pendant un peu plus de 15 ans. On a eu le Cyber Act, je crois, mais ça a consisté pour l'essentiel à mettre en place l'ENISA, dont j'ai parlé tout à l'heure, cette agence européenne, et des certifications européennes. Bon, mais en réalité, rien véritablement de majeur pour des marchés, si j'ai envie de dire, pour des entreprises, des organisations publiques ou privées. Et c'est vraiment le premier texte d'ampleur. On avait effectivement autre chose à faire. On a beaucoup parlé de droits d'auteur, on a beaucoup parlé de protection des données à caractère personnel, de data. Là, il y a des enjeux économiques colossaux. Je crois qu'on a pris conscience là que la cybersécurité pouvait coûter très cher et que la défaillance de l'un pouvait coûter très cher à toute la communauté. C'est ça là, un peu ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, avec l'arrivée d'Internet. Bon, Internet, on est tous, c'est Internet working, donc on devient tous responsables les uns des autres. Et c'est ce qu'on vit un peu depuis maintenant plus de 30 ans, depuis l'arrivée dans le grand public de ce réseau. Et, euh, et donc, on veut élever le niveau. C'est le titre de la directive, hein, et c'est le titre en plus particulièrement du projet de loi, élever le niveau, un niveau élevé commun de cybersécurité. Voilà, c'est ce qui est demandé, qui est la conséquence d'une impossibilité de défendre finalement les entreprises par le biais du judiciaire et du policier, pour les raisons qu'on a dites. Et donc, on vient tirer les conséquences de cette situation. Alors, je trouve ça plutôt bien, parce qu'il n'est pas question de revenir sur tous ces réseaux publics qui aujourd'hui maillent notre société et nous font fonctionner et vivre. Bon, on ne va pas refermer Internet et s'enfermer dans un Minitel. Donc, ils sont là, ces réseaux. Donc, essayons de trouver d'autres réponses pour essayer de protéger les entreprises. Et c'est le constat qui a été fait. Le judiciaire et policier tel qu'on le connaissait n'est pas en capacité de répondre à la hauteur des enjeux. Donc, on va responsabiliser tous les acteurs pour que mais c'est quand même un échec quand même de la société. Bon, il faudrait quand même, et je ne le vois pas venir, quand même un peu plus de coopération internationale. Ça existe par exemple en pédopornographie. Bon, tout ce qui est pédopornographie, aussi bien dans les grandes instances internationales que ou à l'UIT, où il y a une prise de conscience qu'il y a une nécessité d'agir. Et donc, par exemple, là, il y a une coopération policière qui existe, d'après ce que je crois savoir, qui est assez efficace, hein. On voit souvent des procès fleuves à dizaines par dizaines de prévenus dont les adresses IP ont été recensées dans des sites de pédopornographie, c'est ça, et qui a donné la possibilité à la police d'y accéder. Donc, ça a été possible là, mais ça n'est pas pour je dirais, j'ai envie de dire, le commun de la cybersécurité. Donc, en attendant, protégeons-nous, essayons alors, pour reprendre le terme du titre de la directive, d'élever notre niveau commun, un niveau élevé commun de cybersécurité. Ben, c'est l'objectif de cette directive. Et finalement, à partir de là, on comprend tout ce qui se passe derrière et tout ce qui va être transposé. Je crois qu'il y a une main levée, Charles Bonsoir à tous. Boudou. J'avais une question par rapport à Bonjour, certaines règles bonsoir. qui ont fuité déjà par rapport à Nice 2. L'une des premières règles, ça porte sur la PSSI. Il y a également la partie continuité des activités. Sachant que la LPM évoquait déjà ces aspects-là sur les infrastructures vitales au sein des différentes entreprises. Si une entreprise avec un OIV avait déjà une PSSI qui portait sur ce type d'infrastructure, quoi, avec NIS 2, qu'est-ce qu'il en sera par rapport à cette règle-là, concrètement? Bah, celui qui a déjà le PSSI, qui a déjà, c'est un peu la même question finalement qui m'a été posée tout à l'heure sur la norme ISO 27001. Celui qui a fait toute cette démarche-là, d'abord, il a une culture de mise en conformité, ce qui n'est pas la majorité du tout de toutes les entreprises et organisations
qui sont visés par la directive NIS 2. Donc ça, c'est un premier problème. Par exemple, le secteur financier, lui, a une habitude constante des règles auxquelles se conformer, qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, qui ne sont pas toujours. Et donc, le PSSI, pour prendre ce que, cette démarche-là, si je puis dire, que vous avez évoquée, bah, c'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir un PSSI. Donc, ceux qui sont dans cette démarche-là, pour eux, la directive NIS 2, peut-être, ça sera de la rigolade, ou du pipi de chat même, hein. Parce que il va falloir que l'ANSSI produise un référentiel technique pour beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ce niveau de maturité vis-à-vis de la mise en conformité et des questions de cybersécurité. Voilà. Donc ceux qui sont dans cette logique-là n'ont pas à s'inquiéter, à mon avis, de la directive NIS 2. Ce qui va être plus compliqué, c'est pour ceux qui n'ont pas cette culture et cette habitude. Ok, merci beaucoup. Il est reparti, Gérard? T'as ton micro qui est coupé, Gérard.